Une remarque avant que vous ne voyiez l'Électre de Sophocle. Tout naturellement, le mot tragédie fait surgir, en nous Français, l'image de la tragédie française. Or, la tragédie grecque est à peine comparable à la tragédie française. Non point tant parce qu'elle est un culte. Après tout, la tragédie française, elle aussi, est un culte. Le théâtre est toujours un culte. Que parce qu'elle pose explicitement des problèmes politiques, religieux, philosophiques. L'étude des caractères, la psychologie, n'est point absente de la tragédie grecque, mais elle est toujours seconde au dessein profond. C'est l'inverse, vous le savez, chez Racine, où l'intérêt est dans le jeu subtil et cruel des caractères et des passions, tandis que l'histoire, la marche du monde, est seulement effleurée. C'est là, du moins, le point de vue d'Antoine Vitez, qui a mis en scène au Théâtre Maison de la Culture de Caen l'Électre de Sophocle, que vous allez voir, dont il est lui-même auteur de la traduction, et qui a mis fortement l'accent sur cet aspect politique et philosophique de la tragédie grecque. Oui, ce choix s'est fait pour moi dès la lecture de la fable même. Et quand je dis la fable, j'emploie le mot dans son sens propre, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte dans la pièce. La fable d'Électre, on peut la raconter de deux manières différentes. D'abord, c'est l'histoire d'une pauvre fille qui, depuis des années, pleure son père mort, pleure son père assassiné, Agamemnon, et appelle la vengeance sur la personne de l'assassin, Égiste, et de sa propre mère, complice de l'assassin, est devenue sa femme, Clytemnestre. Et puis arrive le vengeur, le frère d'Électre, Oreste, qui tue l'assassin et qui tue sa mère. Eh bien ça, c'est une histoire comme on peut en lire tous les jours dans les journaux. C'est une histoire d'époux diaboliques, d'amants maléfiques, tout ce que vous voudrez. C'est effectivement la fable d'Électre. Il y a néanmoins une autre manière de raconter la fable d'Électre qui n'est pas moins légitime que la première. Si on pense que l'assassiné Agamemnon était un roi, que l'assassin Égiste a pris le pouvoir, qu'il est donc un usurpateur, et que Oreste, qui revient de l'étranger, tuer Égiste et tuer Clytemnestre, n'est pas seulement un fils qui revient pour venger son père, mais qu'il est l'incarnation, le porteur du pouvoir légitime. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit, dans cette histoire, de remettre de l'ordre dans ce royaume où il y avait quelque chose de pourri, comme dans le Danemark de Shakespeare, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Clytemnestre, la reine, mère d'Électre et d'Oreste. Elle a tué son mari Agamemnon, qui avait lui-même sacrifié leur fille Iphigénie. Mais est-ce bien pour cela qu'elle l'a tué, ou pour vivre avec Égiste, son amant? Égiste, l'usurpateur, l'amant de Clytemnestre. Lui, son affaire est claire. Il a tué le roi pour prendre le pouvoir, comme le père Ubu. Chrysothémis. C'est une autre sœur d'Électre, d'Oreste et d'Iphigénie. Mais tandis qu'Électre se révolte contre le crime, elle essaie de vivre quand même en bonne intelligence avec le nouveau pouvoir et avec sa mère. Ces trois femmes-ci représentent le cœur. Pylade, l'ami d'Oreste. Oreste. Le précepteur, qui a élevé Oreste à l'étranger. C'est un vieux serviteur fidèle de la maison d'Agamemnon. Il n'a pas trahi quand Égiste a pris le pouvoir. Il a recueilli la légitimité en la personne d'Oreste. Enfant de qui jadis commandait devant Troie, enfant d'Agamemnon. Ici, maintenant,
tu peux voir ce que tu désiras toujours. Cela est la vieille terre d'Argos tant aimée, le clos de la Vierge harcelée par un temps, la fille d'Inachos. Oreste, cette place où nous sommes est celle d'Apollon, le dieu tueur de loups. Là, à main gauche, le temple illustre qui appartient à Héra. Sous nos yeux, Mycène, riche en or. Et ce palais sanglant des enfants de Pélops, où ta sœur jadis, t'arrachant aux assassins de votre père, te remit à ma garde. Et je t'ai emporté, je t'ai nourri jusqu'à l'âge où tu es, pour le jour de la vengeance. À présent, Oreste, et toi aussi, Pylade, le plus aimé des hôtes, il faut décider, ne perdez pas de temps, ce que vous allez faire. Déjà, le soleil fait renaître le chant des oiseaux saluant l'aurore, et l'ombre étoilée ne nous protège plus. D'un moment à l'autre, les serviteurs vont sortir du palais. Il faut vous concerter. Nous sommes au carrefour où cesse l'heure d'hésiter. Le moment d'agir est venu. Vous avez remarqué la présence à la fois sur la scène de tous les acteurs qui vont jouer la pièce. Par cette présence simultanée, je veux projeter dans l'esprit du public l'idée que les acteurs sont les servants d'un jeu. Et ça m'aide à rapprocher notre spectacle de la tragédie grecque, qui est une cérémonie. Vous savez qu'il n'y a pas tellement grande différence entre un jeu et une cérémonie. On dit aussi bien servir la messe que servir au tennis. D'autre part, il me semble que l'idée de servant est une idée qui est dans la tragédie grecque, puisque dans la tragédie grecque, les acteurs, comme vous le savez, étaient appelés à jouer chacun plusieurs rôles. Donc il n'y a là aucun réalisme. Les acteurs ne peuvent pas se prendre au sérieux, doivent jouer avec un certain humour, une certaine distance, sinon la tragédie inévitablement tomberait dans une espèce de boucherie, une sorte de mélodrame. Il n'y a aucun réalisme aussi parce que tout est dit au départ. Dans le prologue dont vous venez de voir l'amorce, Oreste, Pylade, le précepteur, ont annoncé tout ce qui allait se passer. Et ils ont annoncé le complot par lequel Agamemnon va être vengé. Oreste se fera passer pour mort en apportant une urne contenant ses propres cendres fictives, et c'est par le biais de cette ruse qu'il tuera sa mère et qu'il tuera Égiste, vengeant ainsi Agamemnon. C'est comme si une bombe à retardement avait été placée au début du spectacle, une bombe à retardement visible pour le public et invisible pour les personnages comme Électre, comme Égiste et comme Clytemnestre. Et comme si cette bombe n'avait pas été amorcée, comme si le public n'entendait pas déjà son tic-tac, Électre, comme tous les jours, devant le palais d'Agamemnon, va venir maintenant pleurer son père et appeler la vengeance. Ô pure lumière, ô pleine de l'air à la mesure de la terre, combien de fois vous aurez entendu ma plainte? Combien de fois les coups frappés sur ma poitrine et qui me laissent en sang à l'heure où la sombre nuit se retire? Tout le temps qu'il fait noir, dans cette triste maison, seul mon lit détestable m'entend pleurer mon père malheureux, qui n'a pas rencontré la mort en terre étrangère. Ma mère et son amant Égiste lui ont fendu la tête avec une hache, comme un bûcheron fend un chêne. Et jamais une autre que moi n'a pleuré sur toi, mon père. Toi, mort de cette indigne et pitoyable mort. Mais tant que je verrai le feu jaillissant des étoiles,
Et aussi, cette lumière du jour, je continuerai mes mauvaises plaintes et mes lamentations, sans cesse, comme un rossignol qui a perdu ses petits. Devant le seuil de mon père, je jetterai mon cri pour que tous l'entendent. Enfer! Ô maison d'Hadès et de Perséphone, ô Hermès de sous la terre, vénérable imprécation! Et vous, fille sévère, Érynie, fille des dieux, vous voyez ceux qui meurent par le crime, ceux dont le lit est usurpé. Alors, venez, au secours! Vengez le meurtre de mon père et ramenez-moi mon frère. Je suis seule. La douleur est trop lourde et je n'ai plus de force. Clytemnestre non plus ne sait pas que la bombe est amorcée. Mais elle est tourmentée par la mauvaise conscience. Elle a fait la nuit dernière un cauchemar prémonitoire. Sans qu'Électre lui dise rien, elle se justifie. Écoutez comme son langage est violent. Te voilà encore à courir. On voit qu'Égiste n'est pas là. Il t'empêche de sortir, lui, pour déshonorer ta famille. Et quand il n'est pas là, tu n'as pas peur de moi. Tu répètes partout, à tout instant, que je gouverne ma maison d'une façon injuste et brutale, et que je t'écrase d'injures avec tout ce que tu aimes. Mais je n'injurie personne. Je ne fais que répondre au mal que tu dis de moi. Ton père. J'ai tué ton père, toujours le même refrain. Oui, je l'ai tué, je le sais. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas moi, c'est la justice qui l'a condamné. Et si tu étais un peu raisonnable, tu serais pour la justice? Car enfin, ce père que tu pleures toujours, seul de tous les Grecs a eu le courage de sacrifier ta sœur aux dieux. Il avait pourtant moins souffert pour l'engendrer que moi pour la mettre au monde. Enfin. Et apprends-moi pour qui il l'a sacrifié. Les Argiens. Les Argiens n'avaient aucun droit sur la vie de ma fille. Non. Il s'est substitué à son frère Ménélas pour m'enlever ce que j'avais de plus cher. Et il n'aurait pas dû me rendre des comptes. Ménélas avait 2 enfants, dont la mort était plus légitime que celle de ma fille, puisque leur père et leur mère étaient à l'origine de l'expédition. L'enfer était plus affamé de mes enfants que des enfants d'Hélène. Ou bien ton misérable père n'avait aucune affection pour les enfants que je lui avais donnés. Il préférait ceux de Ménélas. Un père bien léger, bien peu raisonnable. Je le dis comme je le pense. Et si tu n'es pas de mon avis, tant pis. La morte dirait la même chose si elle pouvait parler. Non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Si tu penses que je parle à tort et à travers, attends d'avoir un jugement plus sûr avant d'injurier les autres. Tu ne diras pas cette fois que c'est moi qui ai commencé. Si tu me permets de parler, j'aurai peut-être des choses raisonnables à dire, moi aussi, sur mon père et ma sœur. Je te le permets. Si tu le prenais toujours sur ce ton, on aurait moins de répugnance à t'écouter. Je parle. Tu reconnais que tu as tué mon père. Avec justice ou sans justice, quelle honte dans ton aveu. Je prétends, moi,
que tu l'as tué sans justice, mais seulement pour obéir aux lâches qui partagent ta vie depuis ce temps-là. Demande à Artémis, la chasseresse, en punition de quel crime elle retenait les vents au lys. Ou plutôt non, je vais le dire à sa place, tu n'as pas le droit de l'interroger. Mon père, un jour, on raconte qu'il s'amusait dans l'enclos sacré de la déesse. Il lève un cerf tacheté, bien cornu, et tout fier, en l'abattant, il lâche un mot de vanité. Alors, la déesse se met en colère et arrête le départ des Grecs et exige de mon père, en échange de la bête, qu'il immole sa propre fille. Il n'y avait pas d'autre route pour notre armée vers son pays ni vers Ilion. Ainsi, contraint, après avoir lutté longtemps, il a sacrifié son enfant. Pas du tout pour Ménélas. Et même, je vais parler comme toi. S'il l'avait fait dans l'intérêt de Ménélas, devait-il mourir de ta main? Par quelle loi? Écoute, si tu établis cette loi pour tous, tu feras ton propre malheur. Faut-il qu'un homme soit tué pour un autre? Mais alors, tu serais la première à mourir si tu étais puni comme tu le mérites. Non, tout cela est prétexte. Et apprends-moi aussi, pour venger quoi? Tu fais la chose la plus ignoble. Coucher avec l'assassin aux mains de sang qui t'a aidé à tuer mon père, et lui donner des enfants, et chasser tes enfants légitimes, nés de l'union légitime. Faut-il approuver ça? Tu vas dire que c'était pour venger ta fille. Tu aurais tort de le dire. On n'épouse pas un ennemi pour venger sa fille. Mais on ne peut pas parler avec toi. Tu cries que j'injurie ma mère. Tu n'es pas une mère pour moi. Tu es un tyran. Pour moi qui mène cette triste vie, au milieu des peines sans nombre que je vous dois, à toi et à ton amant. Et là-bas, en terre étrangère, le malheureux qui t'a échappé de bien peu, Oreste, traîne aussi une vie lamentable. Souvent tu m'as reproché de l'élever pour le jour de ton châtiment. Eh bien, crois-moi, je le ferai, si j'en avais la force. Maintenant, publie que je suis une fille mauvaise, criarde et hontée. C'est que je tiens de ton sang. Salut à toi, reine. Au nom d'un ami, j'apporte une bonne nouvelle pour toi, et aussi pour Égiste. J'en suis bien heureuse. Mais avant toute chose, je veux savoir qui t'envoie. Phanoté de Phocide. Il m'a chargé d'un message important. Quel message étranger? Dis, venant d'un ami des paroles amies. En un mot, Oreste est mort. Ah, malheureuse, je suis morte aujourd'hui. Que dis-tu, étranger? N'écoute pas cette fille. Je dis qu'Oreste est mort. Je suis perdue, misérable, perdue. Toi, occupe-toi de tes affaires. À moi, étranger. Dis-moi la vérité. Comment est-il mort? J'ai pour mission de te le dire, je raconterai tout. Oreste était venu au célèbre concours orgueil de la Grèce pour y disputer les couronnes delphiques. À peine a-t-il entendu la voix du héros qui annonce la course à pied, la première des épreuves, il paraît, brillant de force, et fait l'admiration de toute l'assistance. Il termine la course avec le succès qu'on attendait, il emporte la victoire. Mais je ne sais pas comment je pourrais te rapporter en détail tous ses exploits, ses triomphes. Apprends seulement qu'il fut victorieux de toutes les épreuves.
On l'acclamait. On apprit qu'il était argien, qu'il s'appelait Oreste, et qu'il était le fils de cet Agamemnon, le rassembleur des armées illustres de la Grèce, autrefois. Ainsi allaient les choses. Mais quand un dieu veut du mal à un homme, si fort que soit cet homme, il ne peut pas lui échapper. Le lendemain, au lever du soleil, s'ouvrait le concours réservé aux chars rapides. Oreste se met sur les rangs parmi beaucoup d'autres. L'un venait d'Achaïe, un autre de Sparte, et 2 de Libye, tous debout sur leurs chars attelés. Oreste venait le 5e, avec des pouliches de Thessalie. Le 6e, un Béotien, conduisait des alezans très jeunes. Le 7e était un Macnète, le 8e venait d'Énia avec un attelage blanc, le 9e d'Athènes, la cité bâtie par les dieux. Un Étolien complétait la dizaine. Chacun s'arrête et range son char à la place tirée au sort par les juges. La trompette des reins donne le signal. Ils partent. De la voix, ils excitent leurs bêtes. De la main, ils secouent les guides. Le stade entier s'emplit du grondement des chars. La poussière monte jusqu'au ciel. Le malheureux Oreste était resté bien droit sur son char. Toujours droit. Quand tout à coup, il laisse filer la guide de gauche au moment même où son cheval prend le tournant, sans se rendre compte qu'il touche la borne. Son essieu casse et lui, il glisse par-dessus la rampe du char. Il tombe, il s'empêtre dans les guides. Les chevaux l'entraînent dans tous les sens à travers l'arène. Le peuple crie et plaint ce jeune homme. Quel malheur après quels exploits, traîné par terre, parfois les 2 jambes dressées vers le ciel, jusqu'au moment où les autres concurrents, arrêtant à grand-peine leurs chevaux emballés, le dégagent, couvert de sang, méconnaissable à ses amis. On l'a brûlé sur un bûcher, et la pauvre poussière de son grand corps fut mise dans une urne étroite. On désigna des Phocidiens pour vous l'apporter afin qu'il obtienne sépulture dans sa patrie. Voilà. C'est une aventure douloureuse à entendre. Mais moi, je l'ai vue de mes yeux. Et c'est la chose au monde la plus affreuse que j'ai vue. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus faux, ce récit mensonger du précepteur, qui est montré avec le plus de vérité, avec le plus d'émotion. La sincérité apparente du précepteur est faite pour tromper le public. C'est là l'esprit de la tragédie, le malentendu. Au point où nous en sommes, Électre et Clytemnestre croient Oreste mort. Pour l'une, il n'y a plus d'espoir. Pour l'autre, c'est la fin de l'inquiétude. Où en est le malentendu? Il y a une espèce d'escalade du malentendu. Cette escalade sera provoquée par l'arrivée de Chrysothémis, la sœur d'Électre et d'Oreste, qui vient d'apercevoir sur la tombe d'Agamemnon les offrandes qu'Oreste y a déposées. Et dans la scène que nous allons voir, Électre s'emploiera à détromper sa sœur Chrysothémis de ce qui est la vérité, car sa conviction née de l'erreur, née du mensonge, est plus forte que la conviction de Chrysothémis née de la constatation. Je vous disais que c'était une pièce philosophique. Oh, ma sœur chérie, je cours vers toi, la joie me presse. Je t'apporte une bonne nouvelle. Et la fin de tes malheurs qui te faisaient tant pleurer. Tu crois que tu peux me guérir? Ma peine est sans remède. Oh, reste près de nous. Je te le dis, c'est vrai. Aussi vrai que je te vois. Tu es folle, ma pauvre amie. Ou tu te moques de tes malheurs et des miens? Non. Par le foyer de nos pères, je ne dis pas cela pour rire, mais parce que c'est vrai. Il est près de nous en personne. Ah, ma pauvre enfant. Mais de qui tiens-tu la nouvelle pour y croire si fort? De moi, de personne d'autre. J'ai vu des preuves véritables et j'y crois. Des preuves? Pauvre petite. Dis-moi ce que tu as vu qui te fait brûler de cette fièvre.
Au nom des dieux, écoute-moi. Quand tu sauras, tu pourras dire si je suis folle ou sage. Alors parle, si parler te fait plaisir. Je vais te dire tout ce que j'ai vu. En arrivant près du tombeau très ancien où est notre père, j'aperçois sur le tertre 2 ruisseaux de lait qu'on venait de répandre, et toutes sortes de fleurs, comme une couronne autour de la tombe. Je regarde autour de moi, je pensais que quelqu'un viendrait. J'étais surprise, mais tout était calme. Je m'approche encore, et au sommet du tertre, je reconnais une boucle de cheveux, fraîchement coupée. Alors, ce fut une lumière en moi, l'image d'Oreste, familière à mon pauvre cœur, sa trace. Je me suis retenue de crier. J'ai pris la boucle dans mes mains, et mes yeux se sont emplis de larmes joyeuses. Oui, je le sais maintenant comme je l'ai su tout à l'heure. Cette offrande vient de lui et pas d'un autre. Et qui l'aurait faite? Toi ou moi? Mais ce n'est pas moi, je le sais. Ni toi, puisqu'on t'a interdit de t'éloigner d'ici, même pour prier les dieux. Notre mère n'a pas l'habitude de ces dévotions-là. Et puis nous l'aurions vu. Non, c'est Oreste. Oh, allons, ma chérie, prends courage. Le sort n'est pas toujours le même pour les mêmes. Il était mauvais jusqu'ici pour nous deux. Mais peut-être aujourd'hui nous apportera le bonheur. Ah, quelle folie! J'ai pitié de toi. Quoi? Mes nouvelles ne te font pas plaisir? Tu ne vois pas que tu t'égares. Et comment? Je ne sais pas ce que mes yeux ont vu. Il est mort. Le secours que tu attendais de lui te fuit. Ne regarde plus vers lui. Malheur à moi. Qui te l'a dit? Un témoin de sa mort. Où est ce témoin? La stupeur me saisit. Dans la maison. C'est un bonheur pour ma mère, pas un chagrin. Malheur à moi. Mais alors de qui viennent les offrandes sur la tombe de notre père? On les aura déposées là en souvenir d'Oreste mort. Et moi qui me hâtais, dans la joie de la bonne nouvelle. J'étais loin de mesurer notre misère. J'arrive et je trouve de nouveaux malheurs à joindre aux anciens. C'est comme ça. Mais si tu suis mes conseils, tu secoueras ce poids de peine qui t'écrase. Je ne ressusciterai pas les morts. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je ne suis pas folle. Que me conseilles-tu? Que je sois capable de faire? Oser ce que je te dirai. Si c'est une chose utile, je ne refuserai pas. Réfléchis. Aucun succès ne s'obtient sans peine. J'ai réfléchi. Je t'aiderai de toutes mes forces. Écoute ce que je veux faire. Tu sais que nous n'avons pas d'amis. L'enfer nous les a pris tous. Nous restons seuls. Tant que je croyais notre frère vivant, je gardais l'espoir qu'il reviendrait et qu'il vengerait lui-même notre père. Mais il est mort. Je me tourne vers toi. Tu aideras ta sœur à tuer Égiste l'assassin. Je ne veux plus rien te cacher. Pourquoi rester là paresseusement, les yeux fixés sur quel espoir? Il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu vas pleurer sur la perte de la fortune paternelle. Tu vas gémir interminablement, sans mari, sans amour. N'espère pas connaître ce bonheur. Jamais. Égiste n'est pas assez bête pour nous laisser avoir des enfants qui seraient sa ruine. Mais si tu suis mes conseils, d'abord, tu contenteras ton père et aussi ton frère chez les morts. Et puis, tu seras une fille libre, comme tu l'étais en naissant. Et tu auras le mari que tu mérites, car l'honneur attire les regards. Puis, quand on parlera de nous, comprends-tu de quelle gloire tu nous couvriras l'une et l'autre? Si tu m'écoutes,
Sais-tu ce qu'ils diront, les citoyens, les étrangers? Amis, regardez les deux sœurs qui ont vengé la maison de leur père. Leurs ennemis prospéraient, mais elles deux, sans souci de leur vie, elles ont vengé le mort. Il faut que chacun de nous les aime et les respecte, et que dans nos fêtes et nos assemblées, on les honore pour leur courage. Voilà ce qu'ils diront de nous, vivantes ou mortes, et la gloire nous restera toujours. Allons, ma chérie, écoute-moi. Pour ton père, pour ton frère, lutte avec moi, souffre avec moi, délivre-moi, délivre-toi de nos malheurs. Et n'oublie pas, c'est honteux d'accepter la honte. Quelle audace te fait prendre les armes et m'appeler à ton aide. Tu ne vois pas clair. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Ton bras est faible et le sort est avec nos ennemis aujourd'hui. Notre destin nous glisse entre les doigts. Bientôt, il ne sera plus rien. Et qui, voulant vaincre un homme comme Égiste, échappera sans larmes à la mort? Nous n'aurons ni profit, ni soulagement dans notre belle gloire si nous mourrons d'une mort infamante. Le plus horrible n'est pas mourir, mais implorer la mort dans les tortures et ne pas l'obtenir. Je t'en supplie, si tu ne veux pas nous perdre pour toujours et rendre notre race déserte, contiens ta colère. Je ne te trahirai pas. Je garderai pour nous ce que nous avons dit. Mais toi, prends sur toi, aujourd'hui au moins, de courber ta faiblesse devant les puissants. Je m'attendais à tout ce que tu m'as dit. J'étais sûre de ton refus. Je ferai seule ce que j'ai décidé. De ma main. Hélas, tu n'as pas montré cette résolution quand mourait notre père. Tu aurais tout arrangé d'un coup. J'avais le même cœur, mais pas assez de raison. Eh bien, reste comme tu étais. Autrement dit, je n'ai pas à compter sur toi. Les entreprises mal commencées se terminent mal. J'envie ta prudence, mais je hais ta lâcheté. Un jour, tu me donneras raison. N'attends pas ça de moi. Le temps est long, il nous départagera. Va-t'en. Tu ne me sers à rien. Si, mais c'est toi qui ne veux rien entendre. Va trouver ta mère et raconte-lui tout. Une fois de plus, tu te trompes. Je n'ai pas tant de haine pour toi. Alors, que je te dise au moins combien tu m'humilies. Je ne veux pas t'humilier, mais seulement prévoir pour toi. Il faut que je me plie à ce que tu crois juste. Quand tu seras plus sensé, tu nous guideras toutes les deux. Parler si bien et se tromper. Quel dommage. C'est ce que tu fais toi-même. Comment? Je parle contre la justice? Quelquefois, il est dangereux de défendre la justice. Je ne réglerai pas ma vie sur ces principes-là. Fais comme tu veux. Un jour, tu diras que j'ai raison. Je ferai comme je veux. Tu ne me fais pas peur. C'est vrai. Tu ne changeras pas d'avis. Rien n'est plus laid qu'un conseil de lâcheté. Tu te refuses à me comprendre. Depuis longtemps, ma décision est prise. Pas d'hier. Je m'en vais. Puisque tu ne veux pas m'entendre, moi, je ne veux pas voir ce que tu fais. C'est ça. Rentre à la maison. Je ne te suivrai jamais. Il est fou de s'acharner aux choses vaines. Crois ce que tu crois. Quand le malheur sera là, tu reconnaîtras que j'avais raison. Les oiseaux de l'air et les plus sages d'entre eux prennent soin de nourrir leurs parents qui les ont élevés. Pourquoi nous refuser, nous, à en faire autant? Non, éclair de Zeus. Non, justice du ciel. La punition vient toujours à son heure. Ô renommé par qui la voix des hommes arrive sous la terre, va dire aux Atrides là-bas dans l'enfer mon triste message, le deuil et la honte. Leur maison est ruinée. 2 enfants se livrent un combat que n'a su apaiser la vieille tendresse. Seul, trahi, Électre, ballottée par la tempête, jour et nuit pleure son père, gémissante comme l'oiseau plaintif, indifférente à la mort, prête à fermer les yeux, pourvu qu'elle ait pris sa vengeance double.
fille de sa race. Les gens de haute vertu dans le malheur ne laissent pas salir leur nom. Mon enfant, mon enfant, c'est bien cela que tu as fait. Tu as choisi de vivre dans le deuil. Tu as pris les armes contre le crime. Et ainsi tu as surmonté le déshonneur. Sagesse et courage. Ah, je voudrais te voir puissante et riche, dominant tes ennemis, toi, esclave en ta maison même, car tu as subi le sort le plus affreux. Mais toujours tu craignais Zeus, et tu écoutes les lois. Votre cœur, je veux dire, la façon dont vous le faites figurer par trois femmes, surprend un peu. Il me semble que cela ne correspond guère à l'image que la tradition nous en a léguée et qui a été respectée par certaines reconstitutions récentes, à savoir 12 à 15 choreutes évoluant sous la direction d'un coryphée, d'ensemble, psalmodiant, chantant à l'unisson. Oui, mais écoutez, ce qui compte dans le chœur grec, c'est qu'il représente la cité, et beaucoup plus cela que le fait de psalmodier, de chanter à l'unisson. Qu'importe alors qu'il soit représenté par 3 personnes, ou par 100 personnes, ou par 1000 personnes. Le chœur grec, ce n'est pas, d'ailleurs, comme le chœur brechtien, par exemple, un commentateur didactique de l'action, un médiateur entre ce qui se passe sur la scène et le public, mais le chœur grec, c'est l'image que l'auteur se fait de son public. Et c'est pourquoi un auteur comme Sophocle ou comme Échille montre le chœur osciller. Le chœur change d'avis, le chœur se trompe, le chœur est inconstant dans ses appréciations à l'égard des personnages. De temps en temps, il leur donne raison, de temps en temps, il leur donne tort. Et ainsi tout à l'heure, dans un endroit qu'on n'a pas vu, le chœur a affirmé l'imminence de la justice, l'imminence par conséquent de la punition pour les coupables. Et puis ici, le chœur vient, dans le passage que vous avez vu, le chœur vient de se laisser aller au désespoir, Électre ballotté par la tempête, etc., etc. Or, justement, ça c'est un ressort dramatique, justement, c'est au fond de ce désespoir qu'apparaît le salut pour Électre, c'est-à-dire Oreste. Au moment où tout semble perdu pour elle, tout est sauvé. Il fallait qu'elle allât jusque-là. Femme, nous a-t-on bien renseigné? Allons-nous bien où nous voulons aller? Que cherches-tu? Que veux-tu ici? Je cherche la maison d'Égiste. C'est ici, on t'a bien renseigné. Qui d'entre vous pourrait dire aux habitants de la maison que nous sommes là? On nous attend. Elle. Si quelqu'un de leur maison doit porter ton message, c'est elle. Va, femme, et dis-leur que des gens de Phocide sont là et qu'ils demandent Égiste. Malheur à moi. Ils apportent des preuves certaines. Des preuves de quoi? Non, nous venons de la part du vieux Strophios au sujet d'Oreste. Étranger, que dis-tu là? Ah, j'ai peur. Nous portons là, tu vois, dans cette petite urne, le peu qui reste de lui. Oui, malheur. Malheur, c'était bien ça. J'ai devant moi, sous ma main, et certaine, la douleur que j'attendais. Toi qui pleures le malheur d'Oreste, c'est vrai, cette urne enferme son corps. Étranger, au nom des dieux, si Oreste est là dans cette urne, laisse-moi la prendre dans mes bras pour pleurer, sangloter, en même temps sur sa cendre et sur moi, et sur toute ma race. Donne-lui l'urne. Je ne connais pas cette femme, mais ce n'est pas la haine qui lui fait dire ce qu'elle dit. C'est une amie, sans doute. Ou bien une parente. Oh, dernier souvenir
du plus aimé. Oh mon Oreste, je suis déçue de te revoir ainsi. Ah, bien différent de l'espoir que j'avais. Aujourd'hui, là dans mes mains, mon petit, tu ne pèses plus rien. Et moi, je t'avais fait partir, brillant de santé. J'aurais dû mourir moi-même avant de t'envoyer au pays étranger quand je t'ai sauvé la vie. Si tu étais mort ce jour-là, tu aurais trouvé ta place au tombeau de ton père. Tu aurais partagé avec lui. Mais tu es mort, misérablement, loin de ta maison, loin de ton pays, très loin de ta sœur. Et moi, pauvre triste sœur, je ne t'ai pas lavée, parée, je n'ai pas recueilli comme on le doit sur le bûcher cet affreux poids de cendres. Des mains étrangères se sont occupées de toi, et tu es ce petit tas de poussière dans l'urne étroite. Moi, pauvre fille, qui ai tant pris soin de toi, et cela n'a servi à rien. Moi si heureuse de cette peine. Jamais tu n'as été pour ta mère un trésor aussi cher que pour moi. Et ce n'est pas les gens de la maison qui t'ont élevée, c'est moi, ta sœur, que tu appelais toujours. Maintenant, tu es mort. Il a suffi d'un jour. Tout s'est envolé. Tu as tout emporté, comme un grand coup de vent. Notre père est parti. Je suis morte pour toi. Et toi, la mort t'a pris. Nos ennemis vont rire. Et qui je vois, folle de joie, ta mère, tout le contraire d'une mère que tu promettais de punir secrètement quand tu m'envoyais de tes nouvelles. Mais le mauvais génie n'a pas voulu. Notre mauvais génie, le tien, le mien, qui t'a rendu à moi, non pas dans ta chère forme vivante, mais poussière et ombre inutile. Ah, malheur à moi! Ah, triste corps! Hélas, hélas! Oh, l'horrible voyage, mon aimé! Malheur, malheur à moi, qui te conduit jusqu'à moi et qui me tue, mon frère chéri! Accueille-moi, morte dans ta maison vide, et nous habiterons toujours ensemble sous la terre. Quand tu vivais, je partageais tout avec toi. Je veux ma part dans la mort, car les morts, dis, les morts, ils ne souffrent plus. Hélas, que dire? Je n'ai pas de mots. Et je n'en peux plus, il faut que je parle. Tu as de la peine. Que veux-tu dire? Ai-je bien devant moi la noble figure d'Électre? C'est elle, misérablement. Hélas, quel triste sort. Ce n'est pas sur moi que tu pleures, étranger. Ô corps indignement flétri, ô sacrilège! Oui, c'est bien de moi que tu parles, étranger, pas d'une autre, avec des mots si tristes. Ô lamentable vie, solitude sans mariage! Étranger, tu pleures à me voir, pourquoi? Je ne savais pas mes malheurs. Qu'ai-je dit qui te le fait penser? Tant de souffrances que je vois sur ton corps. Tu vois si peu de mes misères. Je pourrais en voir plus. Je vis avec des assassins. Assassins de qui? Tu parles de quel crime? Les assassins de mon père.
et je suis leur esclave. Qui t'y force? On l'appelle ma mère, mais elle ne ressemble pas du tout à une mère. Qu'est-ce que tu lui reproches? Des coups? Des mauvais traitements? Oui, des coups et des mauvais traitements de toutes sortes. Et tu n'as personne ici pour te défendre, pour l'empêcher? Non. Celui que j'avais, tu m'apportes sa cendre. Malheureuse. Dès que je t'ai vue, j'ai eu pitié de toi. Eh bien, tu es le seul qui ait jamais eu de la pitié pour moi. Le seul aussi qui souffre tes douleurs. Tu n'es pas de ma famille, pourtant. Lâche cette urne, si tu veux tout savoir. Non, je t'en supplie, étranger, ne me demande pas ça. Écoute-moi, tu n'as rien à y perdre. Par pitié, ne me prends pas tout ce que j'aime. Non, je ne veux pas que tu la gardes. Alors, je vais encore souffrir à cause de toi, Oreste, si on me prive de ta cendre. Ne dis plus rien, tu as tort de pleurer. Quoi? J'ai tort de pleurer quand mon frère est mort. Oui, tu n'as pas le droit de parler comme tu fais. On me refuse un mort qui est à moi. Non, on ne te refuse rien, ce qui est là n'est pas à toi. Si, puisque c'est Oreste que je tiens dans mes mains. Ce n'est pas le corps d'Oreste. Sauf dans cette histoire que nous avons racontée. Où est la tombe alors du pauvre Oreste? Nulle part. Un vivant n'a pas de tombe. Que dis-tu, mon fils? La vérité. Il est vivant? Oui. Puisque je respire. Tu es Oreste. Regarde seulement ce cachet de mon père, et tu sauras. Oh, lumière très douce. Très douce, oui. Oh, parole, tu es venu. Tu me garderas toujours. À présent, toutes les cartes sont données. Celui qu'on n'attendait plus est arrivé. La tragédie n'a plus qu'à être consommée. Les malédictions s'accomplissent. Vivants, les morts couchés sous la terre. Les morts d'autrefois, en paiement de leur sang versé, prennent le sang des assassins. Au secours! La maison est vide. Il y a des tueurs partout. On crie dans la maison. Vous entendez, mes amis? Malheureuse, j'entends des cris. Je n'aurais pas voulu entendre. Je tremble. À moi! Au secours! Égis! On a encore crié. Mon fils! Mon fils, aie pitié de moi! Je t'ai mis au monde! Mais toi, tu n'as pas eu pitié de lui, ni de son père, qui l'avait engendré. Ô cité, ô race malheureuse, aujourd'hui le destin compagnon de tes jours s'éloigne de toi, s'éloigne. Ah! Je suis blessée. Frappe 2 fois si tu peux. Encore. Ah! Encore. Il y en a autant pour Égiste. Et voici le dernier malentendu. Égiste va entrer. Il a entendu dire qu'Oreste était mort, alors que c'est lui qui est mort, déjà en réalité, tandis qu'il se croit au fait de la puissance. Ainsi, la tragédie repose-t-elle sur une dialectique incessante du mort et du vif. Il y a des morts vivants, comme Agamemnon par exemple, qui survit, qui agit par sa descendance Oreste, et il y a des vivants qui sont déjà morts, comme Égiste. D'ailleurs, le langage quotidien le dit. Le langage quotidien qui, de quelqu'un qui est très malade, de quelqu'un qui va mourir, dit qu'il est condamné, comme si sur lui pesait une sorte de malédiction. Et c'est par un exemple comme celui-là, cette idée de la dialectique du mort et du vif,
que la tragédie, à mon avis, peut le mieux être utilisée par nous comme un instrument de pensée pour juger des événements historiques et même les événements historiques qui nous concernent. Qui de vous sait où se trouvent ces étrangers de Phocide qui sont venus annoncer qu'Oreste est mort dans un accident de char? Réponds-toi. Oui, toi, qui faisais l'effronter autrefois. J'imagine que la chose t'intéresse, et que tu sais cela mieux que personne, et que tu peux en parler. Oui, je sais tout. Comment faire autrement? Ce que j'ai de plus cher au monde. Eh bien, où sont-ils, ces étrangers? Renseigne-moi. Dans la maison. Ils ont été reçus en amis. Et ils ont vraiment annoncé la mort d'Oreste? Non, ils l'ont prouvé, autrement que par des mots. Alors je peux en être sûr. Tu peux même le voir. Mais c'est un pénible spectacle. Tu ne m'as jamais rien dit qui m'ait fait autant de plaisir. Ce n'est pas ton habitude. Si tu crois que tu as raison d'être content, sois content. J'ordonne qu'on se taise et que nos portes s'ouvrent, pour que les habitants de Mycène et d'Argos puissent tous bien voir, et que ceux qui se sont laissés aller jadis à placer de vains espoirs en cet homme-là, aujourd'hui, devant son cadavre, acceptent mon joug et ne m'obligent pas à les corriger pour leur apprendre comment on atteint l'âge de raison. Moi, c'est déjà fait. Avec le temps, je suis devenue plus sage. Je suis obéissante à ceux qui ont la force avec eux. Oh, Zeus! Ce que je vois est le spectacle du bonheur. Oh, Zeus, n'en sois pas jaloux. Si je dois te mettre en colère, je retire ce que j'ai dit. Ôtez le voile qui recouvre son visage, afin qu'il reçoive les larmes qui lui sont dues, car il est de ma famille. Lève toi-même le voile. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as le droit de regarder ce cadavre et de le saluer tendrement. Ton conseil est bon. Je vais le suivre. Toi, va chercher Clytemnestre si elle est dans la maison. Elle est près de toi. Ne la cherche pas ailleurs. Qu'est-ce que je vois? De qui as-tu peur? Qui est là que tu ne reconnais pas? Dans les filets de qui, malheureux? Tu n'as pas encore compris que tu parles à des vivants depuis longtemps comme s'ils étaient morts. Je comprends l'énigme. Celui qui parle ici. Oreste! C'est Oreste qui me parle! Tu as deviné, mais tu t'es trompé longtemps. Je suis perdu. Perdu, mais laisse-moi dire encore un mot. Ne le laisse plus parler. Je t'en prie, mon frère. Ne le laisse pas gagner du temps. Un homme chargé de crimes. S'il doit mourir, qu'est-ce qu'il ferait d'un délai? Tue-le vite! Et abandonne son cadavre aux fossoyeurs qu'il mérite, les chiens et les oiseaux de proie. Alors, je serai délivré de ma longue peine. Entre! Vite! Ce n'est plus le temps des discours, c'est le temps de la mort. Pourquoi me faire entrer dans la maison? Si ton action est belle, as-tu besoin de l'ombre pour la faire? Tue-moi tout de suite! Ce n'est pas toi qui commandes. Marche! Et va jusqu'à la place où tu as tué mon père. C'est là que tu vas mourir. Est-il vraiment nécessaire que cette maison, aujourd'hui et plus tard, voie les malheurs des enfants de Pélops? Encore? Oui, au moins ton malheur à toi. Tu peux me croire, je connais l'avenir. Ce n'est pas de ton père que tu tiens ça. Tu as réponse à tout, mais tu n'avances pas. Marche! Conduis-moi. Passe le premier. Tu as peur que je m'échappe?
Non. Mais je ne veux pas que tu choisisses ta mort. Je prendrai soin de te la faire bien amère. Il faudrait que la justice tombe ainsi toujours sur ceux qui se croient au-dessus des lois. La mort immédiate. On verrait moins de canailles. Race d'Atrée, tu as beaucoup souffert pour ta liberté. Par ce grand mouvement de toi-même aujourd'hui, tu es au bout de ton histoire.